20h sur Cité Radio. Joseph Pénisson, Dominique Postel. Et bonjour et bienvenue dans cette première émission tout en auteur, en direct toujours du Vinci et du Salon du Livre du Journalisme. Et pour ce premier rendez-vous de la journée, nous avons le plaisir de recevoir une invitée de marque, Marie-Laure Augry. Bonjour Marie-Laure. Bonjour, ravie d'être avec vous tous. Bienvenue. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Joseph. Alors on va passer une cinquantaine de minutes ensemble et c'est vrai que votre parcours est tellement dense qu'on a eu un petit peu de mal à savoir par où commencer. Mais d'abord on voulait évoquer avec vous dans cette première partie la Touraine, puisque vous êtes tourangelle et que vous fière de l'être. Et fière de l'être, ça on l'imagine bien. Et donc vous vivez à Tours ? Non, je ne vis pas à Tours, je vis à Paris, mais j'ai un ancrage en Touraine puisqu'on a une maison en Touraine où on passe les vacances et un peu de temps l'été. Quand il fait beau. Quand il fait beau, oui. Alors donc je suis effectivement en direct avec Joseph Pénisson qui va avec nous discuter de votre vie d'avant, puisque maintenant vous avez mis un terme à votre carrière et vous profitez pleinement donc de toutes les belles choses de la vie. Donc vous êtes en février 47. Quels souvenirs vous avez de ces premières années justement en Touraine ? Mes premières années en Touraine, elles sont très très liées. Bien sûr à l'ancrage familial. Mon papa était cuisinier, mes parents avaient pas loin d'ici, rue Victor Hugo, un magasin qui s'appelait le Traiteur de Rabelais. Donc mon enfance a été bercée à la fois par les odeurs de cuisine, si j'ose dire, et par ce qu'était ce travail, qui est aussi un travail de contact avec les gens, donc un environnement familial dans lequel moi j'étais complètement plongée dans l'activité de mes parents. Souvent, on connaît les parents à la maison, et puis ceux qui travaillent, on les connaît pas. Tandis que moi, je connaissais presque plus ceux qui travaillent que le reste, parce que ça prenait vraiment toute leur vie. Donc c'est ça, beaucoup l'enfance, c'est beaucoup ça. Puis alors bien sûr, c'est tout ce qui est lié à l'école, les copines, bon. Mais c'est quelque chose d'assez marquant. Assez marquant. Joseph Pénisson ? Absolument, mais c'était... pardon. Oui, mais je voulais continuer, mais tu voulais poser une autre question ? Non, je ne sais pas, je vous passe la parole si vous avez une question à poser à Marie-Laure. Attends. Alors, donc, vous avez passé toute votre enfance, vous avez été à l'école à Saint-Martin, donc on a déjà un premier point commun. Ah, Saint-Martin aussi. Saint-Martin bon, aussi. Pas dans les mêmes années. Non, pas dans les mêmes années. Je suis désolée. Mais, voilà. Et vous avez poursuivi jusqu'à l'IUT de journalisme. Hein, oui, puisque. Qui fait ses 50 ans d'ailleurs cette année. Exactement. Qui fait. Écoute, c'est pas bien de le rappeler ça. Oh. Parce que je fais partie. Ça rajoute encore une couche à nos âges. Je fais partie de la première promotion de l'IUT, donc on était vraiment des pionniers parce que les IUT n'existaient pas. C'était la création des IUT. Donc voilà, on a découvert cette nouvelle approche de l'enseignement qui mêlait à la fois l'enseignement traditionnel et aussi un peu professionnel. Voilà. Et la première année, l'IUT de Tours était installée dans la caserne de Meunier. Ouais. Et les cours se donnaient dans des baraquements en bois et on avait un poêle au milieu de la salle de classe. Qu'on remplissait avec du charbon ou avec du bois. Mais alors, ça a duré qu'un an. Après, on est allé là où il y a aujourd'hui, bien sûr, l'école de journalisme. Alors, vous avez ensuite démarré très rapidement une brillante carrière, mais au départ, le journalisme, c'était une vraie vocation pour vous. Vous avez toujours voulu être journaliste ? Non, je peux pas dire qu'à 15 ans, je me disais, je serai journaliste. Non, pas du tout. Il y avait plein de choses qui m'intéressaient. J'étais un peu intéressée à un moment et je me suis posé des questions sur tout ce qui était école hôtelière, très en lien bien sûr avec vous baignez dedans. Des parents. Voilà. Un peu plus jeune, coiffeuse, ça m'aurait bien. Mais j'aime toujours coiffer d'ailleurs. Coiffeuse. Ouais. C'était. Et puis j'ai toujours eu quand même si nous n'avions pas la télévision à la maison, moi j'ai été bercée par la radio. Et je suivais beaucoup l'actualité dans radio, toute actualité. J'ai des grands souvenirs du Tour de France, écouté à la radio. Donc voilà, j'étais bercée à la radio, mais j'avais un goût, un intérêt, un goût pour l'actualité. Puis après, je savais que voilà, j'aurais besoin d'avoir un métier qui me mette en
en contact permanent avec les gens et de me nourrir de rencontres. Donc en effet, le journalisme après s'avère tout à fait dans cette droite ligne. Et puis je pense qu'en effet, le fait que l'IUT s'installe et s'installe à Tours, ça a été un élément déterminant. Déclencheur. Ouais, oui. Alors vous avez passé combien d'années à l'IUT? 2 ans. 2 ans. Ah non, 2 ans, c'était des 2 formats ans. courts, Des 2 formats ans courts. après le bac. Voilà. Et ensuite, votre premier emploi, entre guillemets, en tant que journaliste, jeune journaliste. Alors en tant que jeune journaliste, alors ça dépend si on dit à partir du moment où on a la carte de presse ou pas la carte de presse. Non. Moi, j'ai commencé quand j'ai commencé à TF1. J'ai commencé, ce qui était formidable d'ailleurs à cette époque, c'est-à-dire qu'on pouvait complètement rentrer par la petite porte, Absolument. apprendre sur le tas. Et donc j'ai commencé le desk, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, bien évidemment, on n'avait pas d'ordinateur Ouais, et les dépêches. C'est toujours le premier métier pour les journalistes. Ça. Quand on rentre à la télé dans une radio, on passe par le desk. Oui, mais ça, c'était le Souvent. desk particulier, c'est-à-dire, c'était vraiment très manuel. C'était le postier de la rédaction, C'est ça. c'est-à-dire, il Oui, fallait. des feuilles au carbone, il y avait c'était des feuilles. C'était les dépêches qu'il fallait, trier, qu'il fallait distribuer, il fallait. Enfin, c'était quelque chose de très très simple. Et petit à petit, pour moi, je l'ai fait pour le service de politique intérieure et mon premier patron était Joseph Poli. Et puis petit à petit, au bout d'1 an et demi ou 2 ans, celui qui à ce moment-là était le patron de l'information, c'était Michel Péricard, qui a dit bon bah maintenant tu vas commencer à faire du reportage. Alors là, donc vous êtes à Paris à cette époque-là. Vous gardez encore des liens, bien sûr, j'imagine, avec la Tourelle. Vous revenez régulièrement. Non, j'y reviens régulièrement parce que j'ai mes parents, ma sœur, ma famille, bien évidemment. Et puis après, je me suis mariée avec un Tourangeau. Je l'ai pas fait exprès parce que je savais pas qu'il était Tourangeau. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez été tenté justement de revenir sur vos terres et travailler, par exemple, en tant que localier ou Non, parce que, enfin, je veux dire, il n'y avait pas d'a priori contre, mais voilà, ce que j'ai fait m'a pas ramené. Mais vous aviez des ambitions d'aller travailler dans des grandes rédactions non, ou dans des absolument grandes radios? aucune. Non, moi, je me suis toujours laissé porter par le temps et les circonstances. Et les circonstances. Par contre, j'ai travaillé dans le cadre de France 3 et j'ai fait des émissions pour France 3 Limousin. Oui. Et donc. Mais c'était pas en Touraine, mais ça aurait pu aussi se présenter comme ça. Alors en 74, vous devenez reporter avec un reportage lié au problème de la jeunesse et de l'éducation. Ça a été une première approche de ce qu'on pourrait aujourd'hui appeler, on en a parlé depuis 3 jours, un journalisme déjà utile, déjà de porter à connaissance des faits de société. C'était surtout, oui, bien sûr, et puis on était vraiment dans le prolongement de 68. Donc c'était important. Les rédactions, justement, se rendaient compte que c'était des éléments importants et qu'il fallait accorder une place à tout ce qui était l'enseignement, l'éducation, la jeunesse. Et c'est ce qui a donné lieu peu de temps après, puisque dans toutes les rédactions, on a installé des journalistes chargés d'éducation jeunesse. À l'éducation aux médias et la semaine de la presse à l'école, parce que tous les journalistes qui s'occupaient de cette rubrique faisaient partie d'une association, comme il y a des associations de journalistes, et on a très vite milité pour une éducation aux médias, car à cette époque-là, il était interdit de faire rentrer un journal dans un établissement scolaire. D'accord. Alors, on va continuer en deuxième partie d'émission de parler de ce parcours et puis on parlera bien évidemment de la période que vous avez passée très longue avec Yves Mourouzi. Sur votre attachement à la Touraine, on a toujours un peu considéré comme la belle endormie, c'est l'expression d'usage. Vous, quel est votre regard sur ce territoire que vous aimez tant ? Je crois que c'est une belle endormie qui se réveille. Je sais que la Touraine, elle a eu en effet la chance d'avoir je veux dire ce tourisme qui pour elle était une manne extraordinaire parce que vraiment on est gâté, que ce soit surtout les châteaux. Oui, le patrimoine, mais la gastronomie, les vins et tout. Donc voilà. Alors peut-être qu'on s'est un peu longtemps dit qu'on s'est endormi là-dessus, mais non. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'en Touraine, il y a des entreprises de pointe, il y a des et puis le TGV a permis aussi de développer cette région. Donc le Tourangeau est peut-être, mais oui là, je pense qu'on a la nonchalance de la Loire, qui est langoureuse. Oui. Et on est peut-être un peu comme ça, mais c'est bien, ça n'empêche pas d'être dynamique.
Alors au tout début de cet entretien, vous nous parlez donc de votre père qui était cuisinier. Il avait un traiteur, c'est ça, le traiteur Oui, Rabelais. de Rabelais. Traiteur de Rabelais. Vous avez des souvenirs gourmands, Oui, je n'ai que ça. Parce que... par exemple. Alors parce qu'on Non, on mais- peut aussi des parler mauvaises habitudes. des spécialités tourangelles, etc. Mais vous avez des souvenirs précis de gourmandise que votre papa vous faisait connaître. Bah oui, moi j'étais dans sa cuisine en permanence, hein, donc je D'accord. le voyais travailler, je le voyais faire. Et je me Il y avait souviens- un plat qui il avait des spécialités. Alors c'était un très grand saucier. Il faisait de très bonnes sauces. D'accord. Et sa grande spécialité, ce que très souvent les clients lui demandaient, c'était le turbo Cuba. Le turbo Cuba. Voilà, donc c'est un turbo sur un lit de champignons avec une sauce, voilà, alléchant. dont il avait le génie et qui était très très bon. Ça faisait partie de ces voilà. Et de- vous avez de ces gardé top. la recette et aujourd'hui vous Oui, la... j'ai gardé la recette. Je la fais pas souvent. Ouais. Je la fais de temps en temps. Bon, comme toujours, une sauce, c'est toujours problématique parce Oui. qu'on Et peut puis- la rater. Mais bon, j'ai pas le même talent, mais j'ai vraiment le souvenir de le voir faire. Et puis surtout, aujourd'hui, les sauces, on les met un peu de côté maintenant dans la cuisine, dans la nouvelle cuisine. Oui, C'est alors moins, lui, il c'est moins était- la mode. Il était plutôt, voilà, de cette Lui, il génération-là. était cuisine traditionnelle Voilà, bourgeoise c'est ça. et très saucier, très saucier. Sa sauce américaine était délicieuse. Une petite question comme ça, quand vous revenez en Touraine et que vous voulez vous faire un bon restaurant, vous allez où par exemple? Alors, c'est en Touraine que je connais moins bien les restaurants. Ah zut, pas bonne question. Alors. Non, mais non, bien sûr, mais c'est vrai qu'en Touraine, quand on est là, je On a suis l'embarras pas- du choix. Je suis pas la meilleure pour vous dire ceci, celui-là, mais j'ai surtout découvert les restaurants à l'occasion des Assises internationales du journalisme. D'accord. Et alors, un peu moins cette année, mais l'an dernier, etc., où on a découvert du côté de la rue Colbert, par D'accord. exemple, quelques des belles tables. voilà quelques belles tables. Parfait. Nous sommes en direct avec Marie-Laure Augry sur Cité Radio, la radio des Assises, au cœur du Vinci. Aujourd'hui, donc, la journée du Salon du Livre du Journalisme. On va marquer une petite pause et on se retrouve tout de suite après.
Tout en hauteur, en direct du Vinci pour le Salon du Livre du Journalisme. Et nous sommes en compagnie de Marie-Laure Augry pour cette première émission de la journée. Alors Marie-Laure Augry, on s'est laissé dire non, c'est certain, ce n'est pas un secret. Vous êtes une fan de pétanque. Oui, j'aime beaucoup la pétanque. J'aime surtout cette manifestation qui a lieu tous les ans à Marseille, qui est le mondial La Marseillaise à pétanque, qui est le plus grand concours au monde de pétanque, qui rassemble plus de 10 000 joueurs venant d'une vingtaine de pays. Et c'est quelque chose qu'on a découvert à l'époque du Trésor avec Yves Mourouzi en 85. Et depuis 85 jusqu'à cette année, je n'ai jamais raté le rendez-vous de la pétanque. Et avec France 3, depuis plus de 20 ans, on assurait une quinzaine d'heures sur la pétanque et avec sur Daniel l'antenne Leclerc. nationale. C'était avec Daniel Leclerc. Avec c'est ça Daniel Leclerc jusqu'à... Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, il y a même un stade qui porte un boulodrome qui porte votre nom. Quelle fierté. Ça c'est la consécration. Mais j'avoue que la fois où on m'a appelé pour me proposer ça je me suis dit c'est un gag, c'est la caméra invisible, c'est voilà. Et non mais il est très beau en plus ce boulodrome. Oui. Et je suis allée bien sûr à l'inauguration du boulodrome. C'était dans le Nord. C'est dans le Nord, oui. C'est à Marchienne. Alors Joseph Pénisson a absolument tenu à vous faire un petit clin d'œil sur votre passion pour la pétanque. Tu tires ou tu pointes? Alors moi, je sais pas tirer, je pointe, et quand tu ne sais pas tirer, c'est un handicap total. D'accord, et alors on écoute ça. Dans notre beau pays de Provence, même si parfois l'exubérance des hommes est de mise, l'amitié scelle leur cœur que notre beau soleil réchauffe. Quoi de plus agréable qu'une partie de cabanon entre amis? Alors, vas-y, c'est à moi César. Prévu et puis en plus on a été dérangé. Ça permet d'entendre les cigales. Voilà, ça permet d'entendre les cigales, c'est reposant. C'est reposant et déstressant. Donc on a bien reconnu d'ailleurs la partie de pétanque entre César et Marius. Donc vous jouez toujours à la pétanque? Non mais moi je joue comme jouent 90% des gens, je veux dire voilà, c'est la pétanque plaisir avec les amis et puis voilà, j'ai fait de temps en temps le concours réservé au VIP à la Marseillaise, mais non, je suis pas une grande joueuse de pétanque, mais vous aimez j'aime ça. bien. Oui. Vous aimez ça. Et pas de bon pastis à la fin? Ça, c'est toujours avec modération. Toujours avec modération, mais on à la radio, on est obligé de dire que c'est toujours avec modération. Bravo. On va passer maintenant donc à la grosse partie de votre parcours, donc la période avec Yves Mourouzi, et puis aussi la période avec cette superbe chaîne qui était la 5. Marie-France Cubada qui sera au rendez-vous de l'actualité. Patrick Bourrat. Voilà. Bien sûr, Monsieur Drevet. Voilà. Et puis demain, bonjour la France. Voilà. Bon week-end. Bon après-midi, on se tait, faut pas parler la bouche pleine. Vous avez vu, hein? Regardez, ça bouge à la télé, hein? Comme dirait Monsieur Bouygues qui veut qu'il y ait toujours de la bonne humeur. Voilà. Ah tiens, à propos de Bouygues, bonjour Monsieur Bouygues. Alors, nous allons parler de l'information, bien entendu, même si personne n'y croit. Dans la joie et la bonne humeur. Où il est, Moumou? Voilà. J'étais pas sûr qu'il y ait Donati à la fin, j'étais en train de bavarder avec Donati.
Ça va? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a? On fait quoi là? Les titres d'abord, hein. Les titres de quoi? De l'actualité. Allez, on y va. Bon, voilà. Qu'est-ce T'as qu'il y a quoi là? Qu'est-ce que t'as écrit là? Hein? Bon, alors le journal va vous être présenté par nous deux. Range ton truc, là, c'est crade. Le journal de la 5, édition de 12h45, Marie-Laure Augry. C'est la fin d'une aventure, ce journal, de l'aventure de toute l'équipe du 12h45. Et puis il y a une dernière chose que je voulais vous dire. Vous nous aimez, nous on vous aime aussi. Je vous embrasse. À bientôt. La chaîne revivra. Au revoir. Voilà, donc on a écouté successivement des ambiances sonores, à la fois les génériques, des génériques donc du JT avec Yves Mourouzi, et puis aussi donc cette formidable aventure qui a duré 1 an, une saison à la 5. Donc on sait que la rencontre avec Yves Mourouzi, elle s'est faite un peu comme ça, quoi. Vous parliez tout à l'heure de circonstances et d'opportunités. Finalement, ça s'est fait comme ça. Ça s'est tout de suite bien passé avec Yves Mourouzi, hein. Oui, tout de suite. Alors, la décision a été prise de faire des journaux à deux voix. À deux voix, ouais. Donc, Yves devait... Enfin, quoique Yves avait toujours eu quelqu'un. C'était à la mode à l'époque. Hein. Ouais. Il demandait partout d'avoir des... Non, ça a été créé. Ça a été créé tout de suite après 81. Oui. Parce que c'était en fait... qui est plus qu'une seule personne qui incarne un journal télévisé. Et donc, et là, à partir du moment où le deal pour Yves, c'était... quoi qu'il avait toujours été, parce que ce soit Pierrard, Denisot, était dans le journal de 13h, mais il faisait la partie news. Là, la volonté, c'était de faire vraiment un journal à deux voix. Et puis déjà, Yves Mourouzi, depuis plus de 10 ans, occupait le paysage. Bien sûr, il était déjà une figure. Une figure. Donc, et c'est lui qui, voilà, parce qu'il a eu... On se connaissait pas bien, hein, mais lui, il a eu cette intuition en disant, bah non, ouais, d'accord, bon, allez, ce sera... On tente le coup. C'était on tente le coup, ou oui d'accord, je veux Marie-Laure Augry. Non, je pense que c'est lui qui a senti que ça pourrait fonctionner. Ça pouvait fonctionner, voilà. D'accord. C'était pas évident au départ parce que vous êtes deux personnalités complètement différentes. Bon, écoute, moi je me suis pas posé cette question-là. Quand on me l'a proposé, je lui ai fait entièrement confiance. Il y avait quand même un certain décalage. Yves Mourouzi, on le connaissait déjà pour son impertinence, son côté provoquant, et qui allait quand même assez loin pour l'époque. Et vous, plutôt une figure sérieuse, bien stable. Enfin, donc c'était un petit peu ça l'antinomie à l'époque, non? Oui, mais je pense qu'on avait des grains de folie qu'on partageait, et donc en effet. Moi, j'avais besoin de me sécuriser en travaillant les textes et tout ce qui concernait l'actu. Et Yves, lui, il se focalisait plus sur tout ce qui était la deuxième partie, culture, invités et autres. Mais comme il y avait une confiance réciproque, ça fonctionnait. Ça fonctionnait. Parce qu'on décidait jamais rien à l'avance. Voilà, c'était ça aussi qui caractérisait votre couple médiatique. C'est qu'en fait, on avait vraiment l'impression qu'à chaque fois, c'était un spectacle, mais surtout d'une totale légèreté, d'une totale improvisation. Alors c'était très travaillé quand même. Mais c'était très travaillé quand même. Non, mais ce qui était en effet improvisé, c'est que on ne se répartissait pas les rôles et on le décidait au fur et à mesure pendant le journal, de manière à créer de la surprise et de pas rentrer dans une espèce de train-train qui aurait pu être ennuyeux à la fois pour nous et pour le téléspectateur. Il avait cette envie-là, Yves Mourouzi, de justement de bousculer un petit peu l'image du... Oui, puis on pouvait pas le mettre dans des rails, hein, ça c'était impossible. C'était impossible. Non, c'était impossible. Alors c'est une aventure qui a duré
combien de temps avec 7 ans, enfin les 7 années ans, 80. Les années quoi, 80. Donc vous avez occupé l'espace du PAF. Voilà, vous étiez le couple mythique. Et puis à un moment donné, il y a eu voilà cette arrivée de cette chaîne, la 5, première chaîne privée. Et là, grande aventure pour vous. Et puis beaucoup d'émotions, surtout à la fin. On a écouté donc la fin de la 5. Quel souvenir vous en avez là aujourd'hui, plus de 20 ans après? Ça reste toujours. Moi, en effet, je suis restée pour la fin. Je suis arrivée pour l'extinction des feux, pratiquement. Et vous êtes resté à l'extinction des feux. Mais voilà, c'était Patrice Duhamel qui m'avait demandé de venir. Et donc, ce qui était bien, c'était de trouver une nouvelle rédaction avec des gens qui, au départ, avaient créé cette chaîne et qui avaient beaucoup d'enthousiasme. Et moi, j'ai tout de suite aimé cette rédaction. Et puis très vite, on est rentré dans la survie et dans le combat pour survivre, ce qui a resserré les liens. Et c'est vrai que voilà, jusqu'à la dernière minute, on espère que on va sauver le navire. Et puis tant qu'on est dans le direct, on fait vivre les choses. Et quand on s'est aperçu que c'était l'écran noir, tout à coup, il y a eu un moment d'une immense tristesse qui a traversé tous les gens qui étaient là, la rédaction. On a eu du mal à se séparer. On est revenu plusieurs jours. On revenait dans la rédaction. Voilà. Et puis, ça a créé des liens, puisque le 12 avril prochain, puisque la 5 est morte un 12 avril, eh bien, il y aura, on va tous, enfin, tous ceux qui seront disponibles, on se retrouve. D'accord. Oui. Joseph Pénisson? Oui, mais je voulais dire simplement que vous présentiez le journal de 12h45 et une émission avec Paul Lefebvre. Alors j'ai présenté avec Paul Lefebvre ce qui s'appelait Histoire vraie, qui était une fois par mois, je crois, mais je m'en souviens même plus. Une fois par mois le soir, qui était un peu les dossiers de l'écran. Voilà, et c'était un plaisir de travailler. J'étais pas sûre de me remarier télévisuellement après Yves, mais comme c'était pas le journal, et voilà. Et avec Paul, on a pris, on n'en a pas fait beaucoup, parce qu'on a dû en faire 5, mais on y a pris beaucoup de plaisir. Alors on aura malheureusement pas le temps de tout évoquer parce que vous avez effectivement une carrière immense. On va marquer une toute petite pause et puis on va terminer cette émission en parlant de notre métier aujourd'hui, parce que je crois que vous avez un regard assez avisé sur l'évolution du métier de journaliste. Toujours en compagnie de Marie-Laure Augry dans cette première émission de la journée tout en auteur au Salon du livre du journalisme au Vinci à Tours. Donc Marie-Laure Augry, vous avez raccroché, on va dire, il y a pas si longtemps, en septembre 2017. Après donc une superbe carrière. Aujourd'hui, quel regard vous portez sur votre parcours? Parce qu'à la fois vous êtes une formidable journaliste, mais vous êtes aussi une femme journaliste. Oui, alors oui, j'ai raccroché, contraint. Enfin, presque. Voilà, à un moment, il y a une Tout limite le monde d'âge. raccroche, de toute Il y a une manière. limite d'âge, Voilà. surtout quand vous êtes dans le service public. Donc, à un moment, voilà, faut respecter les règles telles qu'elles sont.
Et j'espère ne pas rentrer vraiment en retraite Non, dans ça la en vous fait continuité. Alors, moi j'ai eu, oui, je suis une femme, j'ai, au bénéfice de l'année de la femme en 1975, j'ai présenté un journal télévisé le soir. Moi, j'ai jamais eu le sentiment d'avoir été brimée. Voilà, moi, c'est toujours les camarades journalistes hommes qui m'ont permis de progresser et de faire des choses. Donc, je leur dois beaucoup. Et puis, voilà. Moi, je trouve que le summum du journalisme, c'est pas une carrière dont la présentation a une part importante, même si pour le téléspectateur, bien sûr, c'est important. Moi, toute mon admiration va à tous les journalistes qui sont des grands reporters, les grands reporters de guerre. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui le sont. Avant, c'était quasiment impossible. Avant, c'était quasiment impossible. Avant, un rédacteur en chef hésitait à envoyer une femme à l'étranger, même en dehors de période de conflit. La bascule, ça a été la guerre du Golfe. C'est là où on a commencé à voir un certain nombre de femmes partir sur le terrain. Donc moi, mon admiration totale, elle va à tous les journalistes qui sont grands reporters. Et puis, bien sûr, ce métier, il a beaucoup évolué. Bien sûr. Alors on va en parler justement. Donc vous faites partie maintenant du staff des assises du journalisme. Et vous avez assisté à ces 3 journées où on a effectivement parlé beaucoup d'engagement, de déontologie et aussi de cybersécurité. C'était un des thèmes aussi largement évoqués ces 3 derniers jours. Comment vous voyez, vous interprétez ou vous analysez cette mutation de nos métiers, des médias, de la façon dont on pratique ce métier aujourd'hui, dont on est journaliste aujourd'hui? Alors, moi, quand j'ai commencé, on tournait en film, on était en noir et blanc. Enfin voilà. Oui. Et il y a à la fois une mutation technologique. Alors, on a connu nous dans la première partie une grande mutation technologique qui a été une révolution à la fois pour les GRI, pour les journalistes, pour les monteurs. Et puis la révolution d'aujourd'hui, elle est du côté des citoyens, de ceux qui nous regardent, puisque aujourd'hui il n'y a plus le téléviseur comme écran roi, il y a les multi-écrans, il y a les habitudes de consommation qui ont changé, on s'informe dans la journée à n'importe quel moment, on partage l'info, on la commande. Donc chacun est devenu acteur de l'information. Et ça, bien évidemment, ça ne change pas le fondamental du travail de journaliste, qui est toujours le même. Mais ça modifie la façon d'exercer ce journalisme. Et il y a eu aux assises, hier notamment, quid du 20h, de l'évolution du 20h. Et on s'aperçoit que ces nouvelles pratiques ont amené à faire complètement évoluer les lignes éditoriales des rendez-vous traditionnels des chaînes généralistes. Et en le faisant évoluer, ils ont réussi à maintenir un auditoire qui reste encore intéressé quand même par le journal télévisé. On ne sait pas ce que va donner la jeune génération qui est moins habituée à ce réflexe. Et le matériel est moins fort qu'autrefois. Autrefois, il fallait avoir du gros matériel pour aller en reportage. Maintenant, il suffit d'un portable, de très peu de choses. Alors ça a bien sûr beaucoup changé. C'est aussi tout le monde, tout citoyen peut filmer avec son portable, être témoin de quelque chose. Alors après, la distinction, elle se fait. On le voit sur les chaînes d'infos. Dès que quelqu'un voit un événement, il envoie tout de suite de son portable les images de ce qu'il a vu. Oui, alors après, il faut beaucoup de vigilance et de rigueur parce que peut y avoir de la manipulation et puis en même temps, on peut pas faire des chaînes d'infos qu'à partir de ce dont est témoin le téléspectateur. Mais à un moment, oui, c'est un élément précieux sur des pays qui sont complètement fermés, comme ça a été le cas au début de la révolution dans les pays arabes. Ce sont les citoyens qui ont été les premiers témoins de ce qui se passait. Alors justement, dans ces mutations, il y a effectivement je dirais peut-être la perte de légitimité du rôle du journaliste qui aujourd'hui un peu tout le monde devient journaliste à sa manière. Est-ce que ça, vous qui avez appris le métier de manière très académique, on va dire, puisque c'était vraiment c'était les valeurs authentiques du métier, j'allais dire, est-ce que ça vous fait peur, ça, pour justement la nouvelle génération? Est-ce que ce déplacement, je dirais, des codes de fonctionnement, de la manière
manière, des règles. Est-ce que ça peut faire peur justement pour ces nouveaux journalistes qui arrivent, ces jeunes qui arrivent? Est-ce qu'il y a un risque quelque part? Non, moi je crois qu'au contraire que c'est nouveaux modes de s'informer, que cette surabondance d'informations et d'informations vraies, mais aussi beaucoup fausses, manipulées, etc., ça renforce le travail du journaliste. Donc je trouve que c'est une chance. Alors il faut savoir la saisir. Ça veut dire que ça nous oblige à être encore plus vigilants, nous journalistes? Oui, et je pense qu'on aura encore plus besoin des journalistes, parce que dans le flot d'informations, il faut qu'il y ait quelqu'un qui sache à un moment dire stop, vérifier, trier, hiérarchiser l'information. Chacun s'informe à sa façon, avec le risque aussi c'est de l'entre-soi, c'est-à-dire je vais vers mes centres d'intérêt, mais je vais pas avoir la curiosité de découvrir autre chose. Mais en même temps, je pense que dans ce foisonnement d'informations aujourd'hui, c'est une chance à saisir pour les journalistes. Donc il faut vérifier ses sources avant de se lancer. Ça, c'est la règle fondamentale du journalisme. Oui, mais est-ce que tout le monde ne la fait pas? Si, bien sûr. Tu peux avoir des erreurs. Tu peux te faire piéger, ça oui. Mais si, quand même, c'est parce que ça, si on finit par balancer n'importe quoi, la crédibilité, c'est terminé. Dernière question, Marie-Laure Gris, avant de passer au tac au tac. Des projets pour votre deuxième vie? Écoutez, non. De continuer aux côtés de Jérôme à animer ces assises du journalisme à Tours. Ok, parfait. Alors vous restez encore, si la voix tient, oui. La voix tient. Bon, ça va. Depuis 2 jours, je sais pas pourquoi, elle est paresseuse. Alors on va juste, avant de se quitter, vous soumettre à un petit questionnaire très rapide où il faut répondre du tac au tac. Je suis mauvaise. Histoire de donner la petite note légère à l'émission. Alors vous allez voir, c'est très simple. Alors, fromage ou dessert? Fromage. Alors ça, c'est oui. Le Sainte-Maure, j'imagine, Sainte-Maure de Touraine. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Viande ou poisson? Plutôt viande. Plutôt viande. Jour ou nuit? Jour ou nuit, pour dormir ou pour... Non, ce que vous voulez. Non, jour. Jour. Théâtre ou cinéma? C'est difficile ça, mais une attirance particulière pour le théâtre, parce que voilà, c'est le contact direct. Vous y allez souvent au théâtre? J'y suis allée souvent à une époque quand je faisais une émission qui s'appelait Un jour en France. J'y vais un peu moins souvent aujourd'hui, mais je vais peut-être me rattraper maintenant. Vous avez le temps. Radio ou télé? Facile. Alors, moi, j'ai été élevée à la radio. Oui. Je suis très radio. Excusez-moi, je ne peux pas me passer de la radio le matin. D'accord. Je ne regarde jamais la télévision le matin pour m'informer. La radio reste quelque chose de très important. Très important. Paris ou Tours? Pour y vivre vraiment, plutôt Paris, et pour le cœur, Tours. Animal. Est-ce que vous voulez un petit peu d'eau? Est-ce qu'on peut trouver de l'eau? Non, mais ça va aller, je pense. Ça va aller. On a bientôt fini, il n'y a plus que 3 questions. Animal ou végétal? Animal. Utile ou futile? Un peu de futilité, c'est bien. Allez, c'est la dernière. Passé ou présent? Présent. Présent. Toujours? Toujours. Toujours présent. C'est bien. Merci Marie-Laure Gris. Désolée pour cette fin chaotique. Mais non, mais on comprend que la voix un samedi en fin d'assises soit malmenée et un peu fatiguée. Merci en tout cas d'être venu partager Joseph. ce moment avec nous. Ravie. Et puis, à l'année prochaine. À l'année prochaine. Et puis bonne continuation aux assises. Voilà, et puis j'espère que beaucoup de Tourangeaux vont venir nous rejoindre cet après-midi. On l'espère aussi. Merci encore. Voilà, Tout en hauteur, c'est terminé. On va retrouver dans quelques instants l'émission de Xavier Cuvier in situ. Et puis on va marquer avant tout une petite pause musicale et on se retrouve vers midi. À tout à l'heure.